Salut à tous et à toutes, bienvenue au COPAC en Ondes, cette émission qui va nous amener à mieux connaître le Conseil panafricain de Québec dans ses origines et ses réalisations. Je suis Franck Eboa, consultant en développement des affaires et responsable des affaires économiques de ce conseil, du Conseil panafricain. Voilà, pour moi, le Conseil panafricain représente quelque chose de très important. Il est le rappel que le continent africain, d'où je viens, a sa part de charme et de richesse culturelle à promouvoir au sein du vivre ensemble québécois. Alors, je crois qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme moi, et d'ailleurs, ils pensent assez comme moi pour être très engagés dans la société québécoise, très engagés dans nos communautés. Alors, sans plus tarder, je vais présenter les invités qui nous ont fait le plaisir d'être parmi nous. On va commencer par toi, Victor. Oui. Victor, qui es-tu? Qui es-tu réellement? On entend parler, on dit Victor Nzomo, mais là aujourd'hui on a la chance de savoir qui est Victor Nzomo là. Eh bien, Victor Zomo, c'est Victor Zomo. Tout court. Victor Zomo Silinou, hein, pour ceux qui veulent connaître encore davantage. Ben alors, je dois dire que c'est un plaisir d'être sur les ondes de Copac Média, un médium qu'on a espéré. Un médium qui était déjà justement inscrit dans les débuts les débuts du COPAC et dont tu as eu l'initiative de concrétiser. Et je crois que là, on a un beau médium maintenant qui nous permet donc de faire connaître notamment les Africains. Un médium pour les Africains, un médium pour le COPAC. Et en fait, parce que le COPAC est là pour rassembler les Africains et les Afro-descendants afin de défendre leurs intérêts et puis faire en sorte qu'ils aient leur donner les moyens de se prendre en main et de recouvrer leur dignité afin qu'ils agissent justement dans la ville, dans la société d'accueil comme un citoyen complet. Ça c'est parfait. Voilà. On va y revenir, mais on ne va pas fuir la question. Alors Victor, Victor, tu es un professionnel. Tu fais quelque chose pour gagner ta vie. Et enfin, gagner ta vie, j'aime pas vraiment l'expression, mais qu'est-ce que tu fais professionnellement parlant? Ouais, je gagne ma vie, justement. D'abord, je peux parler de mon cursus scolaire. Oui, s'il te plaît. Je suis un juriste et puis en plus de ça, moi j'ai un doctorat, un PhD en sciences politiques et relations internationales. Et la même année où je défendais ma thèse, je complétais également mon MBA en management international et gestion de projets internationaux ici à l'Université Laval. Donc, en tant que juriste, je ne me résume pas uniquement à ça, mais voilà, politologue également. Et puis, écrivain aussi, attends. Voilà, oui, en effet, j'écris, en tant que juriste, j'écris dans la revue, dans les cahiers de propriété intellectuelle. Parce qu'en fait, mes fonctions, j'ai d'abord commencé au gouvernement du Québec. Je dois avouer que je suis ici depuis 1989, ça fait 30 ans. D'accord. Voilà, 30 ans. Alors quand je suis arrivé ici, c'était pour faire mon doctorat. Et depuis 30 ans donc, qu'est-ce que je fais après mon doctorat? Alors j'ai été plusieurs fois, chaque session d'ailleurs, chargé assistant de recherche, assistant d'enseignement à l'université. Et ça m'a donné beaucoup d'expérience en enseignement et en recherche. Donc finalement après mon doctorat, voilà, j'ai été chargé de recherche à l'université, mais j'ai eu mon premier poste notamment comme conseiller en relations internationales.
Alors, ça m'a permis donc de faire, c'était au directeur général des élections, donc de mettre sur pied tout ce qui était en coopération internationale pour le directeur général des élections. Ça m'a permis de faire des missions à l'étranger dans le cadre de formation des formateurs, des personnels électoraux, dans le cadre d'études des systèmes électoraux notamment, pour accompagner les pays justement qui souhaitaient avoir beaucoup d'ancrage en démocratie pour les accompagner à cet égard. Alors il faut dire que ça coïncidait notamment avec la chute du mur de Berlin, où il y a eu cette vague de démocratisation tant en Afrique qu'en Europe de l'Est, en Amérique latine. Alors et puis le directeur général des élections de Québec était justement pionnier dans cette voie-là, puisqu'il était sollicité par les Nations Unies pour apporter justement, accompagner les pays qui souhaitaient soit la démocratie pour ce faire. Et donc moi j'étais donc des personnes qui, au directeur général des élections, qui ont donc mené ces missions à l'étranger, dans le cadre d'appui conseil, dans le cadre de formation des formateurs, dans le cadre d'appui logistique notamment dans les systèmes, et puis aussi dans le cadre d'observation électorale. Tu es un Québécois. Mais tu es un Québécois, tu connais le système. En 2000, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, en 2000, justement, c'était nous qui avons préparé les électeurs ivoiriens à leur premier référendum. On était sur le terrain. On va revenir. Donc, merci Victor, ça nous permet de mieux te connaître. Et puis voilà, tu en auras encore à dire sur toi. Tu voulais rajouter? Ouais, chemin faisant. Bon, alors après le directeur général des élections, alors j'ai été appelé à travailler au ministère de la Culture et des Communications comme conseiller en affaires internationales. Alors, donc, si vous avez entendu parler de la Convention des Nations Unies sur la diversité des expressions culturelles, alors on est à la base justement de ce traité, de cette convention. On a travaillé d'arrache-pied, et le Québec était en pointe sur cette convention, si bien qu'en 2015, la convention a été adoptée. Et suite à l'adoption de cette convention, on m'a donné encore d'autres responsabilités au sein du ministère de la Culture et de la Communication, et comme responsable des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. Donc, ça, c'est ce que tu fais? Actuellement, depuis 2015, j'agis au sein du ministère de la Culture et de la Communication comme responsable des droits d'auteur et comme répondant ministériel en propriété intellectuelle. Voilà. J'espère que c'est bien entendu, parce que on est souvent dans la communauté, on a des ressources, on a une expertise proche de nous, mais on ne sait pas souvent parce qu'on ne se connaît pas très bien. Donc, on a bien entendu, Victor. Donc je suis juriste à l'élaboration des politiques de culture et de communication, donc responsable du dossier du droit d'auteur et répondant ministériel pour la propriété intellectuelle. Voilà. Très, 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 très important. Merci beaucoup, Victor. Merci d'être là. Alors, on va passer à notre deuxième invité pour sa présentation. Je crois qu'il est quand même connu, pas mal et très apprécié. Maintenant, on va encore prendre le temps de mieux le connaître. On veut connaître son engagement socio-communautaire. Voilà, merci René-Paul, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Dis-nous encore, René-Paul, dis-nous encore aujourd'hui, un jour nouveau, qui es-tu en ce jour-ci? Oui. Donc, merci de l'invitation, merci à Compact Media, merci. C'est très difficile des fois de décrire qui nous sommes. Donc, moi, c'est René-Paul Colli, je suis
d'origine africaine, de descendance française. Des fois, quand je dis, les gens me disent, mais par rapport à ta fonceur, comment tu fais, tu as une descendance française? Oui, justement, je la pose la question là-dessus, mais comment ça se fait? Parce que je suis juste la 4e génération. Mon arrière-grand-père, c'est un Français de France, de Grenoble, ancien administrateur colonial en Afrique. Donc, celui qui s'occupait de tout ce qui est les pays, je dirais, Guinée-Bissau, Sénégal, ces pays-là. Donc lui a marié une Africaine qui a donné ma grand-mère qui est métisse. Ma grand-mère métisse s'est mariée à un Africain qui a donné mon père. Donc mon père s'est marié à un Africain donc c'est pour cela que plus en descendant, on dit que le lait c'est du lui comme on dit. Donc au lieu d'être 2%, là c'est 0,5%. Donc c'est ça mes origines. Alors donc moi je suis mon cursus scolaire, je n'ai pas fait des grandes études, je suis comptable de formation. D'accord. Donc j'ai eu un bac africain, arrivé ici, il fallait, en général, des fois, certains diplômes ne sont pas reconnus, il faut que tu recommences. Mais j'ai suivi un cursus en administration, fiscalité, et puis en comptabilité. Actuellement, je travaille pour le gouvernement du Québec, que je vais garder la réserve de bien sûr. Donc je m'occupe pratiquement du service à la clientèle, parce que moi j'aime ça, je suis un gars du peuple, je suis un gars devant. Mais tu le tiens déjà un peu de tes grands-parents qui étaient déjà dans l'administration publique. C'est ça. Donc voilà, et tu veux dire que c'est d'eux que tu tiens ça Mais moi je pense qu'il y a une hérédité, parce qu'à chaque fois, dans le chemin qu'on emprunte dans la vie, il y a tout le temps une influence quelque part. Ça, tu as vu ton père âgé, mon père était dans la politique, c'est un homme du peuple, un homme d'action, un initiateur, un accompagnateur. Donc c'est ce que j'essaie d'apporter aussi dans ma nouvelle société. Alors j'initie des choses, mais comme je dis toujours aux gens, c'est pas parce que tu as initié que l'idée t'appartient. Dès que l'idée sort de ta bouche, ça appartient à la société. Donc tu peux avoir l'idée, mais mon ami Victor ou bien Franck ou n'importe qui peut réaliser l'idée. Ensemble, toujours ensemble. Je suis vraiment un initiateur, je suis un accompagnateur, je suis un homme du peuple et je suis un homme d'action, j'écoute et tout. C'est pour cela que c'est qui m'a mené aussi vers la politique. Vers la politique. La politique aussi, là, pour amener des choses. D'accord. Donc voilà, merci à nos deux invités. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Si ce n'était pas déjà fait. Donc là, on va parler du COPAC, des origines du COPAC. Parce que on parle du Conseil panafricain. Déjà, on s'entend. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée, Victor? Le Conseil panafricain. C'est une idée qui a mobilisé tant de monde. Alors, s'il faut faire une courte histoire, d'ailleurs, je préfère aller prendre des repères. Commençons d'abord par le 3 décembre. Le 5 décembre 2013. Le 5 décembre 2013. C'est une date à garder. 5 décembre 2013. 5 décembre 2013. D'accord. Nelson Mandela décède. D'accord. Qui est Nelson Mandela? C'est qui? Rappelle-nous qui est le prix Nobel de la paix. C'est l'ancien président de l'Afrique du Sud. Et son leitmotiv, c'était la lutte contre l'apartheid. D'accord. Alors, la communauté africaine réunie à l'université africaine ici à Québec. À Québec. Un mois plus tard, décide de commémorer le décès de Nelson Mandela. Alors, il y a une grande commémoration qui a eu lieu le 13 janvier 2014 à l'Université Laval. Lors de cette grande manifestation, grand événement, il y a eu des conférences, il y a des prestations. Et puis alors, justement, il y a eu l'idée. On a compris que là, il y avait une idée de toute la communauté de se réunir. C'était un besoin pressant. Je crois que René Paul, il était à cet assemblement. À l'Université Laval, ça c'était le 18 janvier 2014. Donc les conférences, prestations culturelles et ainsi de suite, en l'honneur de Nelson Mandela. D'ailleurs, le titre c'était quoi? C'était
La communauté était l'héritage de Mandela. Bon, voilà, c'est ça. Donc, mais juste sur ce point, Oui. moi ce que je veux savoir, c'est que en réalité, si le décès de Nelson Mandela a suscité ça, c'est-à-dire que l'envie de le faire était déjà présente, un peu insoupçonnée peut-être, mais elle était là. Elle était là, c'est-à-dire... D'accord, il manquait quelque chose. Ça prend une étincelle pour partir le feu. D'accord. Et je pense que la mort de Nelson Mandela, c'était l'étincelle. Voilà. Alors, moi je me rappelle très bien, c'est lors du décès, c'est mon ami Ansoumani qui m'appelle. Parce qu'on était dans la politique, il me dit René, il y a un grand homme qui vient de partir, c'est Nelson Mandela. On ne peut pas faire sa mort ne peut pas passer comme ça inaperçu. Il faut souligner ça. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Alors, on s'est réunis à l'Université Laval, toute la gang, donc Victor appelle X, moi j'appelle X, tac, 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 on se réunit, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on décide de faire la commémoration, on l'a fait, ça s'est très bien passé, il y avait Radio-Canada, et puis l'endroit qu'on l'a fait, c'était là où ça rassemble toutes les cultures du monde, l'Université Laval. L'Université Laval. Donc c'était très symbolique aussi. Et de là-bas, on s'est dit, non, il faut faire quelque chose à partir de la mort. Les Africains ensemble, faire quelque chose qui va nous rassembler, qui va fédérer les choses à l'image de l'homme. Lui qui s'est sacrifié pendant 30 ans, qui s'est donné sa vie, qui a donné sa vie, parce que pour l'amour de son peuple, dans ce moment, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais juste pour savoir, à ce moment-là, est-ce qu'il y avait déjà eu un événement qui avait suscité autant où les Noirs avaient décidé, où les Afro-descendants de Québec avaient décidé, ça prend de se mettre. Est-ce qu'il y avait déjà eu des... L'idée de se rassembler était déjà inscrite au cœur des Africains, parce qu'il faut comprendre que les Africains, dans les années 70, même quand je suis arrivé en 89, la plupart des Africains qui étaient ici à Québec, c'était des étudiants. Alors à l'université, les étudiants justement militaient au sein de leur association nationale. Il y a l'association des Camerounais, l'association des Sénégalais, des étudiants sénégalais, l'association des étudiants maliens, ainsi de suite. Et avec toutes ces associations, il y avait eu l'idée de créer UGEAQ, c'est-à-dire UGEAQ. C'est l'Union Générale des Étudiants Africains de l'Université Laval à Québec. Alors, c'est ça d'abord qui a préfiguré, je dois dire. Donc, il y avait cette intention déjà de la part des Africains, des étudiants africains, de se rassembler. Mais alors... c'est passé d'union en conseil. Ouais, d'union. Alors, je dois dire que bon, à cette période, d'ailleurs, Cheikh Ndiaye peut parler amplement, comme Babacar Pierre Touré, l'ancien directeur du SWAT, peuvent parler amplement de l'UGEAQ. Mais c'était un mouvement porté par des étudiants, parce qu'à cette époque-là, ce n'était que des étudiants. Quand je suis arrivé, ce n'était que des étudiants. Alors, vous allez voir que la figure de l'immigration a changé. À cette époque, justement, quand je suis arrivé, on traitait les étudiants parce qu'on venait au cycle supérieur. C'était en maîtrise, en doctorat. Et quand ça finissait, alors bon, on rentrait parce qu'on était venu faire des études. Moi, je suis venu pour étudier. Alors, comment est-ce qu'on nous appelait? Les Québécois nous appelaient les intellectuels de passage. C'est-à-dire que on n'était pas là pour rester. Après, on allait soit on rentrait dans notre pays, ou bien on allait aux États-Unis, ou bien dans les autres provinces, ainsi de suite. Donc, on ne restait pas à Québec. Voilà. Donc, ce qui est particulier à cette époque, c'est que c'est un mouvement porté par les Africains. Or, quand on connaît les structures des associations africaines, il y a beaucoup de roulements. Cette année, c'était l'équipe. L'année prochaine, alors tu as fini tes études, tu dois partir. C'est une autre équipe, ainsi de suite. Alors, donc, il n'y avait rien de permanent. Mais la permanence, c'était que, bon, ça se répétait, on militait au sein de l'UGEAQ, malgré tout ça. Mais après, on n'a plus entendu parler de l'UGEAQ. Ok. Jusqu'à ce que justement le grand c'est le décès de Nelson Mandela qui a donc boosté, pour ainsi dire, justement la conscience collective des Africains.
c'est-à-dire le désir de se réunir, le désir de se prendre en main, le désir justement selon ce que l'héritage que Nelson Mandela nous a donné. On est pour dire l'image de... Voilà, c'est à l'image de l'homme. De l'homme. Regarde, lui, il a fait la prison pendant 30 ans, il est sorti, il a pardonné. Il a dirigé le peuple sans dictature. Il a vraiment été à la hauteur. C'est ça. C'était quelqu'un d'assez inspirant pour motiver les gens à ce moment-là, de dire, bon, ben, c'est le temps. Ouais. Ubuntu. Tous pour un pour tous. Alors, non seulement il a repris, il a popularisé justement cette philosophie, ce concept philosophique des pays de l'Afrique noire, mais avec lui, Desmond Tutu l'a aussi porté, et même que vous vous souvenez que lors de son décès, quand Barack Obama, le président des États-Unis, allait justement, lors de son adresse de commémoration, il a donc parlé aussi de Ubuntu, tous pour un pour tous. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous, si on est ce qu'on est, c'est avec les autres. Avec les autres. Je suis parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes. Voilà, c'est ça. Ok. C'est très beau philosophiquement. Maintenant, dans le cas, il faut le cas pratique là. Mais juste ajouter quelque chose. Vas-y, termine. À l'issue de cette commémoration du 18 janvier, alors il y a un comité organisateur qui s'est formé pour justement implanter les racines, c'est-à-dire transformer cette idée en valeur réelle. En réalité. Donc, ce comité-là s'était engagé donc sur comment est-ce qu'on va créer la base d'une organisation. Et il y a eu une réunion le 26 avril, tenue à l'université par ce comité. Alors, qui ont donc rassemblé les représentants des associations africaines. Tous les représentants des associations africaines étaient présents justement lors de cette réunion-là. C'était pour échanger sur quoi? Deux questions phares. Les problèmes et défis auxquels font face les Africains à Québec. Prise de conscience. Les problèmes et défis auxquels font face les Africains à Québec. Voilà. Et deuxièmement, la forme que pourrait prendre une meilleure organisation de la communauté africaine de Québec. Alors voilà justement les deux points sur lesquels les membres de cette, qui ont participé à cette réunion ont planché. Ce qui m'amène à une question. Pourquoi se regrouper? Pourquoi on part d'Afrique. Bon, moi j'ai la réponse. Je veux l'entendre. Enfin, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse à moi. Maintenant, je veux entendre. Je veux savoir pourquoi on se regroupe. Pourquoi c'est important? C'est très important. D'abord, tout seul, on va aller vite. Mais ensemble, on va aller plus loin. Et puis, c'est plus. Ensemble, on a plus de force, on a plus d'impact. Donc, c'est pour ça qu'il faut se regrouper. Moi, je pense, pour aller chercher plus comment on appelle, des choses plus concrètes, d'influence. Si tu es tout seul, ça ne marche pas. Là. Donc moi je pense, le COPAC, comme tantôt, je vais revenir en arrière, l'histoire de RQ que mon ami Victor, mon ami, a souligné. L'idée était là déjà, comme Mbaye avait l'idée aussi, et avec son ami Jean-Pierre. Mais quand Mbaye et Jean-Pierre, qui sont toutes des gens... D'ailleurs, il faut sortir des noms comme ça, parce qu'on a une liste d'invités, s'il vous plaît, on a une liste d'invités qu'on veut... Parce que l'idée est venue, moi honnêtement, il faut le dire, moi j'aime dire les vraies choses, telles qu'elles sont. D'accord. Quand Ansoumani m'a appelé du bureau, je dirais il faut qu'on se voie au départ. Il y avait moi, Ansoumani, Kambale. Papa Philippe Kambale. Oui. Et lui, je dois l'avoir. Hein. J'ai appelé Lablabico, que mon ami connaît très bien. J'ai appelé Mamoudou Tonkara, j'ai appelé Souleymane Ba. Et tout ça, des amis qui aussi, au niveau politique aussi. D'accord. Okay. Je l'ai appelé, regarde, c'est Nelson Mandela qui est parti, c'est un homme qui est respectable, respecté. Donc, il faut faire quelque chose à son honneur. Je dis honnêtement, avec toute humilité, je peux le dire, l'idée du regroupement, je pourrais dire, vient de moi. C'est pas que je dis à Kambale,
je pense que de là, il faut partir quelque chose. Partir de l'élan de la mort de Nelson Mandela et rassembler toutes les forces vives de la communauté culturelle. Dans l'idée de le concrétiser à ce moment-là. Concrétiser. Alors, c'est parti comme ça. Là, on s'est parlé. On va faire d'abord la commémoration. De là, après, on va s'asseoir pour tuer. C'est là-bas que Victor a cité tantôt les dates. Après la commémoration de Nelson Mandela en janvier, là, on s'est regroupé pour une première, je dirais, esquisse ou bien ébauche, pour voir maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant. Il faut réagir. C'est sûr, maintenant, après moi, au bout de fil, moi j'étais en politique. Après, il y avait les élections en 2015 qui s'en venaient. Moi, je me suis détaché un peu du lot. Mais, comme j'ai toujours dit, c'est parce que l'idée vient de toi que maintenant, ça t'appartient. Bien sûr, ça veut dire que... C'est un ensemble. Voilà, mais tu suivais la chose... D'ailleurs, tu as toujours été présent. Toujours. Donc, c'est ça. Alors, moi, je pense que c'est une très bonne chose. De se regrouper. De se regrouper. C'est une force. Et il faut le faire avec beaucoup d'intelligence, parce que n'oubliez pas, on est dans un environnement, dans une société d'accueil. Oui, on va se regrouper, mais il faut qu'on s'attache aussi avec notre société d'accord, qu'on s'intègre, qu'on prenne nos places, qu'on se dit, on ne le fait pas pour vous bousculer, mais on fait ça pour vous montrer, on est là, comme les Juifs l'ont fait, les Italiens le font aussi, toutes les communautés le font. Voilà. Donc, avec intelligence, tact et tout, et puis s'associer avec les gens, faut pas, parce que des fois, quand tu viens avec bloc comme ça, les gens ont tendance à avoir peur. À reculer, à avoir peur, oui. Mais moi, je pense avec douceur, on peut s'intégrer. En ayant des activités justement qui font la promotion du vivre ensemble, de la mixité et du mélange. Oui. Ouais, pour enchérir sur ce que dit René Paul, je dois vraiment souligner le travail de ce comité organisateur. Mais les noms, c'est qui? Je dois souligner le travail de ce comité organisateur qui, après la réunion du 26 avril, ont pondu un texte. C'est ça. Ça s'appelle Document d'orientation, qui a été publié en mai 2014. D'accord. Alors, ça s'intitulait « Pour une meilleure organisation de la communauté africaine de Québec ». Alors, les rédacteurs de ce document, c'est qui? Bassirou Labiko Diallo. Oui. Il a été vice-président finance du COPAC. D'accord. C'est Philippe Kambalé, qui a été justement président du comité d'organisation. Yambaye Adjibaye Rewai, qui a été justement le porte-plume qui s'est lancé en politique municipale et qui a été à la radio vice-président membre du COPAC. Bien sûr, et vice-président membre interne. Du COPAC. Et il y a Jean-Pierre Sanou, qui a toujours été là, mais ça dit dans l'ombre, mais quand même qui porte justement les couleurs du COPAC très haut. D'accord. Voilà. Mais Jean-Pierre Sanou, il est toujours à Québec. Il est toujours à Québec. Voilà les 4 rédacteurs justement de cette déclaration-là. Alors, pour vraiment montrer que c'était un travail de fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'en vont d'abord dresser le portrait de l'immigration africaine à Québec. D'accord. Donc c'était un travail bien pensé. C'est un travail vraiment bien pensé avec des faits. D'accord. Bien documenté. D'accord. Le portrait. Est-ce qu'on peut retrouver ça? Oui, les gens qui veulent le lire aujourd'hui, est-ce qu'on peut le retrouver sur le... Monsieur le Président, on veut le voir sur le site internet, on peut s'organiser pour... C'est très important. C'est très important pour la communauté. Bien sûr. Que les membres du COPAC aient connaissance de ce document. Parce que justement, moi je dois souligner le travail qui a été fait par ces 4-là. Alors donc, ils dressent le bilan. D'abord le portrait de l'immigration africaine au Québec. Après, ils exposent le problème et les défis auxquels font face les Africains. Et ils esquissent donc un schéma d'organisation. C'est ça qui préfigure donc le COPAC. Alors, ils ne s'arrêtent pas là. Le constat qu'ils font, il y a des défis à relever. Quoi? C'est des défis d'abord d'organisation. Ils constatent que les Africains ne sont pas organisés. Ils constatent que, deuxièmement, le défi de représentation, les Africains ne sont pas représentés. Donc si René porte les couleurs politiques, justement, c'est justement pour assurer une forme de représentativité des Africains. Ils constatent que les communautés africaines existent.
dans les associations nationales, mais c'est très morcelé pour pouvoir justement être un levier, voilà, pour relever d'intégration. C'est impossible de le faire quand on est tout seul, morcelé de cette façon-là. Il y a encore un défi des ressources. On manque cruellement de besoins de finances, et ainsi de suite, dans ces organisations, comment on fait. Alors, voilà les principaux défis dont on... Donc, il avait été recensé, donc il y a eu une belle étude qui a été faite, c'était pas au hasard, là, c'était pas... voilà. Alors, je crois que ce sont ces défis auxquels on est encore confronté aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs les traits caractéristiques à une association crédible, qui est une association qui est solide. D'ailleurs que c'est pas tout de se réunir et de concevoir quelque chose, ça a été pensé, c'est ce que vous êtes en train de me dire, ça a été réfléchi, et on a pris le temps de faire des études, ce qui fait du Conseil panafricain ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il dit, en fait, on dit, si ces problèmes auxquels on est confronté sont nombreux, sont divers, ils ne sont pas insurmontables. D'accord. Alors, pour pouvoir les surmonter, il faut qu'on s'unisse et qu'on parle ensemble. C'est de cette façon qu'on peut les surmonter. Juste pour rajouter ce que mon ami Victoire a dit, tous les problèmes on peut les surmonter, mais il faut une solidarité, mais il faut aussi la confiance. D'accord. Nous, les Africains. Oui, ce sont des problèmes qui ont été relevés, justement. Parce que je vous donne un exemple. Et ça, c'est un ami banquier qui me l'a dit. Il travaille à la banque, il est africain. Franck Ebora vient pour rencontrer un conseiller. Mais dès qu'il y a certaines personnes qui font, dès qu'ils s'aperçoivent que le conseiller ou la conseillère c'est un Africain, il demande de changer. Parce que la confiance... Il y a ce rapport de confiance qui doit... Donc, il préfère avoir une autre personne. Peut-être, il va se dire, peut-être, si c'est Franck Obawa qui est mon conseiller, il va dire à Victor, demain... Il va être au courant de ma vie. De ma vie. Mais Franck Obawa est régi par une confidentialité. Il ne peut pas dire n'importe quoi, sinon c'est risque et péril. Donc, mais moi, je pense que c'est un manque de confiance qu'on a d'habitude ensemble, de solidarité. Et ce que je dis aussi aux gens, aujourd'hui, moi, je prends mon exemple, j'aspire à être député, tout le monde le sait. Mais ça n'empêche pas que demain, ou bien Franck Eboa ou Simon aussi l'aspire. Donc moi, je pense, si moi je l'aspire, naturellement, la communauté doit être derrière moi, parce que ma base, c'est la communauté. Alors, mais si les gens se disent, ah, mais pourquoi c'est René Paul? Pourquoi moi je l'aiderais à accéder à son aspiration? En autant qu'il soit dans ta zone électorale, c'est ça, dans ta zone... Oui, mais même si tu es en dehors de la zone, tu peux... C'est-à-dire au moins souligner l'engagement politique. Et tout ça, ce que je veux amener... il faut savoir s'applaudir. En fait, c'est ce que je veux dire. Il faut savoir reconnaître la valeur de l'autre. Reconnaître ce que l'autre peu importe l'endroit. C'est ça. C'est ça. Ubuntu. C'est-à-dire Ubuntu, c'est ça. Tous pour un pour tous. Et puis, si demain c'est Franck, c'est Franck. Si demain c'est Victor, c'est Victor. Et ce qu'on fait, moi, ce que j'aspire, c'est pas pour moi, c'est pour élargir les voies aussi. Pour que demain, nos petits-enfants soit facile pour eux autres. Là, on défrichit voilà. Donc moi, ce que je retiens rapidement de ce que tu dis, c'est que peu importe les options, de toute façon, la vie est faite ici de telle sorte que chacun fasse ses choix, ne serait-ce qu'au point de vue politique. Mais c'est un engagement, c'est quelque chose de sérieux, c'est un engagement social et c'est très important. Donc il faut déjà savoir ce que tu es en train de dire, c'est savoir s'applaudir, savoir reconnaître que quelqu'un est très engagé pour le bien de la communauté et déjà pour la société d'accueil, ce qui est très bien. Donc oui, je le comprends très bien. Donc c'est pour ça, c'est en ce sens-là que tu dis aussi que c'est important de se regrouper. C'est important de se regrouper, surtout quand on est ici, c'est ça? Oui, très important. C'est important de se regrouper. Et c'était très important donc de créer une organisation. Mais quelle forme fallait-il donner à cette organisation? C'était ça le problème qui se posait. Est-ce qu'il s'agissait de parler de l'Union panafricaine de Québec? Est-ce qu'il fallait parler de l'Association panafricaine de Québec? Est-ce que c'était une Ligue africaine de Québec? Est-ce que c'était la Fédération des Africains de Québec?
ou bien est-ce que c'était la Fédération des associations nationales dont la présidence devait être tournante entre les associations? Alors voilà autant de questions qui nous ont animés pendant tout le temps qu'on a travaillé justement sur les assises du COPAC. À l'époque, ce n'était pas encore le COPAC, donc il y avait tout ça, on n'avait pas encore trouvé ce nom. Alors, ce qui fait que le 31 mai 2014, c'était déterminant parce que c'est une réunion à l'issue de laquelle on devait déjà avoir la forme d'organisation et le type de membership qu'on souhaitait avoir. Voilà, justement. Alors, donc, après le 31 mai, il y a eu, lors de cette rencontre, on a créé 2 grands comités. Il y avait d'abord le comité de rédaction des statuts et règlements. Et c'était porté par un jeune juriste, Joe Christ Ndorere. Oh, ouais. Alors, celui qui avait la responsabilité de ce comité, et il y avait justement l'avocat Maître Dabo. Il y avait des étudiants, il y avait aussi des représentants d'associations qui faisaient partie du comité. Alors, pour mettre justement les idées sur la table, comment figurer justement les règlements, c'est ça qui tient la structure d'une organisation. En plus de ce comité, il y avait un autre comité des représentants des associations africaines et organismes travaillant sur l'Afrique. D'accord. Alors, donc tous les présidents africains rentraient dans ce comité-là et même les représentants des organismes qui travaillaient sur l'Afrique. D'accord. Au sein de ce comité, si on a créé un sous-comité exécutif. Et un groupe de travail préparatoire, notamment de l'Assemblée de fondation, a aussi été créé. Et ce groupe de travail préparatoire, c'était présidé par Philippe Kambalé, Mbaye, qui était le rapporteur de ce comité. Et parmi les membres de ce groupe de travail, je peux citer Feu Mini Médard, Annick Kwechungamo, il y avait Annick, la présidente du Forum Jeunesse. Elle a été au début, très impliquée, justement. Annick était là, Anne Kouraga, qui est la coordonnatrice du Cercle des Femmes. Elle était là dès le début. Je veux parler de Bernice, Bernice Nebangla, Valentin Folefa, qui était là, et puis Fan Kavege était là, Marianne Lamé était là, Martin Yemele était là. Alors voilà des gens justement qui étaient dans ce groupe de travail préparatoire de l'Assemblée. Alors, donc le 27 maintenant, on continue des travaux, on s'est réunis une fois par semaine pour voir jusqu'où on a avancé. Et puis on fait des comptes rendus, on rencontre les autres associations, les comités, ça se travaille, on partage des informations, des documents, et ainsi de suite. Et puis le 20 septembre 2014, il y a eu la réunion du comité des représentants. Cette réunion était quand même très importante parce que on livrait déjà la marchandise. Alors le comité de la rédaction des statuts avait déjà déposé les statuts. Et je dois dire que le travail au sein du comité était vraiment... les discussions étaient âpres. Voilà, parce que chaque article, chaque section, c'était discuté, c'était disséqué, ainsi de suite. Je me souviens que j'ai même été battu sur une des propositions où, justement, on voulait, par exemple, la configuration du bureau exécutif. Alors, on disait, oui, il doit y avoir un président du bureau du COPAC, après, il y aura les vice-présidents, ainsi de suite. Alors, je me suis dit, alors, vice-président, on n'est qu'une petite corporation, une petite association. Quand on parle de vice-président, alors c'est justement des structures, des corporations qui traitent... C'est toujours toujours pompeux. Pourquoi ne pas dire
responsable des affaires culturelles, responsable des affaires socio-culturelles, responsable des finances, même coordonnateur du COPAC, ainsi de suite. Alors bon, la proposition était passée au vote. Et puis j'ai débattu. À chaque époque, sa réflexion. Alors, c'est dire que la démocratie au sein même du COPAC depuis ses origines était déjà là. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, dans la réunion du 20 septembre 2014, qu'est-ce qu'on fait? C'est une réunion du comité des représentants, avec tous les autres sous-comités, une grosse réunion. Bon, lors de cette réunion, on a nommé un conseil d'administration provisoire. D'accord. Parce qu'il fallait signer des documents, il fallait enregistrer le COPAC, au registre des entreprises, ainsi de suite. Il fallait déjà signer des chèques, voilà. Alors, justement, on avait nommé 3 personnes pour former dans ce conseil d'administration provisoire. Philippe Kambalé était dans le président, Anne Kouraga était la trésorière, et moi-même, j'étais le secrétaire de ce conseil d'administration. Donc, ça, c'est la dernière réunion qu'on a eue, parce que l'avant-dernière réunion, parce que on a encore eu une autre réunion préparatoire, celle-là même avant, pour asseoir justement l'Assemblée fondatrice. L'Assemblée fondatrice, la réunion a eu lieu le 17 janvier 2015. 17 janvier 2015. 17 janvier 2015, c'est là que le COPAC a été officiellement créé. Les instances ont été mises sur pied, les principaux dirigeants ont été élus. Voilà, c'était ça le jour 17 janvier. Toujours à l'université. Toujours à l'université, là-bas, c'est un symbole. Et je dois dire que justement, participait, parce que c'était quand même émouvant, et c'était vraiment, on peut dire, arrivé à ce stade-là, on pouvait dire que franchement, la communauté avait compris, avait embrassé justement cette volonté, avait justement été prête à se donner pour que ce COPAC existe. Alors la preuve est que lors de l'Assemblée fondatrice, ce que je n'ai pas vu depuis lors, il y a eu plus de 150 personnes réunies au grand salon de l'université. Plus de 150 personnes. C'est dire l'engouement qu'il y avait justement pour la fondation. Parfait. C'est ce commentaire. Moi, est-ce que René Paul, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, vas-y. Alors, parmi les participants, on avait nos anciens, comme Cheikh Ndiaye, qui était prof au Cégep Limoilou. C'est mon téléphone. Il y a Babacar Pied-Touré, ancien directeur du SWAT, qui était là et qui ont pris des discours pour justement montrer et encourager à aller dans ce sens-là. Il y avait Abdoul Aziz Nian, le sous-ministre adjoint au ministère au MAPAC, c'est ça, de l'agriculture. Et il y avait Victor Ramos. Victor Ramos, c'est le président de la CASA, la Confédération des associations latino-américaines de Québec, qui est plus ancienne, alors justement, qui est venu nous parler de l'expérience de la CASA. Il nous a toujours accompagnés, Victor Ramos. Il était bien une organisation qui était bien avant. Bien implantée à Québec depuis plus d'une vingtaine d'années. L'organisation des latino-américains de Québec, voilà, c'est ça. Ouais. Et je dois même dire qu'à cette réunion, à cette assemblée, était même Joël Laiban, l'actuel député de l'UEBR, qui était là. Il n'était même pas député. Il était là à cette assemblée. Il était candidat. C'est dire que justement il y avait cet engouement, les gens voulaient savoir, ils voulaient vraiment que ça se crée. Et puis, lors de cette assise-là, de cette assemblée, quand tout a été fini, alors on a nommé Philippe Kambalé, membre d'honneur du COPAC. Ouais, c'est ça. Et je voudrais ici, j'en profite pour rendre hommage à deux artisans du COPAC qui nous ont quittés trop tôt. Ils sont décédés.
Je veux parler de Mini Meda, qui a été le vice-président chargé des communications du COPAC. Et je veux parler de Jérémy Nianico, qui les deux nous ont quittés. Voilà. Mais ils portaient vraiment le COPAC sur le cœur, sur la tête. Voilà. Merci de nous le rappeler. Aujourd'hui, c'est justement une belle occasion pour rappeler ce qu'ils ont fait, même quand ils partent. Il faut s'en rappeler. Donc, oui, René, Mais ce que je voulais ajouter, c'est-à-dire le COPAC, c'est un bon exemple de vivre ensemble. Parce que même si tu vis ensemble, c'est pas juste avec ta société d'accueil. C'est d'abord dans ta famille de vivre ensemble. Parce que tu vis avec ta femme, tes enfants. Si le vivre ensemble n'est pas harmonieux, tu ne pourras pas l'exposer ou transposer ailleurs. Donc, le vivre ensemble commence d'abord dans nos communautés, nous, et puis après on va aller chercher les autres pour le meilleur de tout le monde, quoi. C'est bien, j'entends tout ça. Maintenant, il faut passer à la troisième et dernière partie. On va parler du concret. Du concret. Oui. Alors, on a vu beaucoup de choses qui se sont passées au point de vue de l'administration. Comment les choses ont été faites. Oui, René, tu vois. Oui, mais je veux commencer avant le président parle. Oui, c'est ça. D'accord, je vais te laisser commencer. Donc, on va parler du concret. C'est-à-dire que c'est pas tout de dire ça, mais concrètement, qu'est-ce que le COPAC, une organisation comme le COPAC a à offrir? Est-ce que, en termes de soutien, en termes concrètement? Mais moi, ce que je dirais d'abord, il faut faire des états liés des choses. Le COPAC a été créé depuis 2014. Aujourd'hui, on est rendu en 2019, 5 ans. Et quand tu pars en business, après 5 ans, tu regardes si tu as fait profit ou non, ou l'affaire marche ou non. C'est généralement ça, oui. C'est l'ancrage, comme on dit. Il faut maintenant se poser la question. Il ne faut pas se gêner aussi. Il ne faut pas être gêné ou non. Il faut se poser la question. Le COPAC, depuis 2014, est rendu où? Combien de membres qu'il a? Ok? Qu'est-ce qu'il a fait comme réalisation, et ainsi de suite. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Moi, honnêtement, je rêve qu'on joue, et j'en parle tout le temps à Victoire. Moi, je suis un homme, je parle dans le blanc des yeux. Moi, ce que j'ai envie de te dire... Et on l'espère, puisque tu t'en vas à la politique, là, donc on espère que cette franchise-là... non, ça va rester tout le temps. Moi, je ne changerai pas pour une scène. Et puis, ce que je dis à Victor, à tout le monde, même à toi, on s'est échangé plusieurs fois. Sûr. Il faut maintenant amener le COPAC à un certain niveau. À un certain niveau et sur toutes les sphères. D'accord. Politique, financière, sociale, ainsi de suite. Il faut prendre place. Alors, si les Italiens sont capables d'avoir leur propre banque, nous, pourquoi on ne serait pas capable d'avoir notre propre banque? Donc, l'argent qui circule, Victor a une paye, tu as une paye, moi j'ai une paye, tout le monde ici a une paye. Donc, il faut canaliser cet argent-là pour ça rendre peut-être par cette banque africaine. Là. Donc, le COPAC doit avoir des ambitions, doit être plus ambitieux. Oui, plus ambitieux. Ça, il faut avoir un amphithéâtre. On ne peut pas tout le temps louer, comme aujourd'hui tu loues ici. Si on avait nos propres locaux, une salle, amphithéâtre, et dans cet amphithéâtre, il y a tout là-dedans. La banque peut être là-dedans. Il peut y avoir des boutiques, une salle de projection de films, des réunions, des bureaux, tout cela là. L'argent va rester entre nous. Il faut qu'on s'enrichisse nous-mêmes aussi. Les Juifs font pareil, certaines communautés, ce qu'ils font. Donc moi je pense qu'il faut aller dans ce sens. C'est le temps, on est rendu là. On est rendu là. 5 ans après, là, il faut sauter. D'accord. Et puis maintenant, pourquoi pas être un lobby. Être un lobby, tu t'imposes. Quand tu ne t'imposes pas, tu n'as rien. Donc lobby sur toutes les sphères aussi. Non, nous, notre candidat, COPAC même peut décider avec les partis politiques, NPD ou n'importe qui, nous, on veut un candidat qui représente, comme tantôt l'électeur l'a dit, qui représente la communauté, la diversité. Ça ne peut pas juste être noir, il peut être latino. Alors moi, si c'est des choses comme ça, je veux que le COPAC aussi... En soutenant toujours l'objectif d'être apolitique, parce qu'il faut se rappeler que... oui, mais on peut faire les choses... Absolument, non, je comprends très bien. On peut être une organisation apolitique, mais être très considéré par les pouvoirs en place. Donc, je comprends très bien ce que tu dis. Alors, moi, ce que je veux que maintenant, le COPAC se tend vers ça, et on a les moyens de le faire. Absolument. On a l'intelligence. Regarde aujourd'hui, COPAC Média vient de naître. Qu'est-ce qui reste?
Il faut maintenant plus, comme Haïti. Haïti, ils ont leur propre télévision, ils ont leur radio, ainsi de suite. Tout ça, ça peut se faire, bien sûr, étape par étape. Il y a notre ami Flora qui a sa plateforme Interaction. Moi, je pense qu'on a une intelligence qu'il faut juste le canaliser, l'utiliser et puis à user pour être plus fort, pour être plus, qu'on voit plus. Et pour être concret, quel est le rôle d'une personne politique comme toi? Quel est l'apport? Quelle est l'influence? Pourquoi on devrait se lancer beaucoup plus aussi peut-être en politique dans la communauté? Quel est l'apport aujourd'hui concrètement qu'une ressource comme toi peut être pour le Conseil panafricain? Mais parce que là, on décide les choses. Là, on décide. S'il n'y a pas un de nôtres qui dit pas facile, on ne t'entendra pas. Donc il faut être dans les endroits où les choses se décident. Se décide. Comme toi, tantôt tu m'as dit, tu as été à Ottawa par rapport je ne veux pas couper l'herbe. Oui. Par rapport aux subventions que tu m'as parlé. Si tu n'étais pas là, tu n'aurais pas eu de ta part. Donc il faut que tu sois là. Donc en politique, on a besoin des gens qui s'impliquent, qu'on souhaite qu'ils soient élus et qui s'asseyent autour de la table. Autour de la table, parce que c'est là que les décisions se prennent. Ça passe et tu influences. C'est ça la politique. Donc, et quand on n'est pas là, il faut se donner les moyens d'encourager le monde qui sont. Le monde qui sont. Voilà. C'est ça. D'accord, j'ai compris. Victor, concrètement. Je suis heureux d'entendre René-Paul Coly dire parce que justement il faut brosser, on doit faire ceci, on doit faire cela. Il me semble que c'est toujours ce qui était au tout début. On le disait, il faut faire ceci, il faut faire cela. Déjà lors des premières réunions du COPAC, on disait l'objectif premier c'était d'avoir un local et de trouver quand même, de pouvoir trouver une personne qui pourrait justement faire la permanence. D'accord. Donc, avoir un local, avoir un personnel qu'on pourrait payer. D'accord. Jusqu'aujourd'hui, 4 ans après 2015, ni personnel qu'on peut payer, ni toujours local. Dans le cadre des bénévoles. Alors pourquoi? Parce que effectivement, on se contente de dire ouais, on a créé le COPAC, on a élu un bureau exécutif alors qu'il travaille. Mais on ne s'implique pas. Le travail, qui fait le travail, c'est le bureau exécutif. Et le bureau exécutif, c'est qui? Le COPAC est ce qu'il est aujourd'hui parce que le COPAC serait tous ces espoirs qui étaient placés sur le COPAC. Si tout le monde avait mis son épaule à la roue, le COPAC serait plus avancé que ce qu'il n'est aujourd'hui. En ce moment, donc tu déplores l'engagement des gens dans la communauté. Oui, comment se fait-il que chaque année, on envoie des lettres de rappel pour ne serait-ce que payer sa cotisation, ses frais d'adhésion, qui sont de $20 par membre et de $100 par association. Mais rares sont ceux qui répondent à ces lettres. Et pourtant, ils étaient là à la création du COPAC. Ils portaient ces idéaux. Comment le COPAC fonctionne? Alors pendant tout ce temps, je peux dire qu'on a fait un travail énorme d'asseoir le COPAC et de lui donner, de faire en sorte que justement on ait la confiance de la population, qu'on sache que le COPAC existe par un travail acharné et bénévole. D'accord. Mais si tout cela, justement, parce que je pense que René-Paul Coly, c'est maintenant que tu embarques dans la politique, c'était au tout début, il y a eu quand même un intermède. Mais le soutien du COPAC, concrètement, c'est quoi? C'est payer sa cotisation annuelle. C'est payer, c'est être là quand il y a des activités. C'est être là pour soutenir l'équipe du bureau exécutif ou bien toute personne qui travaille parce qu'effectivement, les activités sont diffusées. Tout le monde reçoit les activités du COPAC, mais rares sont les interactions vis-à-vis du COPAC pour répondre « Oui, nous sommes avec vous ». Alors, il faut nécessairement que quelqu'un se fasse l'avocat du diable.
je vais prendre ce rôle-là. D'accord, les gens aujourd'hui voient le COPAC. Quel est l'intérêt pour le monde d'embarquer? Quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui réelle en termes d'offre de services, parce que oui, c'est beau de dire qu'on a envoyé des lettres, qu'on a envie que les gens viennent, on a envie que la communauté se mobilise derrière le COPAC. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on a comme service, Tu sais, on est tous humains. On est tous humains. Si on t'invite au mariage, il n'y a pas de bouffe. Quand tu vas critiquer, non. Ah, on m'a invité, je n'ai pas mangé. L'Africain, c'est la même chose. Tous les hommes, que ce soit les Québécois, il faut un appât. Il faut un appât. Si l'appât n'est pas là, il n'y aura pas une globalité. Les gens ne vont pas s'intéresser ensemble. Il faut qu'il y ait un appât, il faut qu'il les attire. C'est pour ça, tantôt, et ce que j'ai dit, par rapport que le COPAC a 5 ans maintenant, il faut viser plus haut. Non, il faut quelque chose de plus significatif. Plus significatif. Ce n'est pas personnel à Victor, parce que je sais qu'il fait un travail colossal. Ça, on n'en disconvient même pas. Mais moi, à chaque fois qu'on se rencontre, je dis, il faut maintenant, après 5 ans, faire l'état des situations. Bon, on est 5 ans. Qu'est-ce qu'on a fait comme réalisation? Soit on prend un virage gauche ou droite, ou on continue. D'accord. Donc, il faut l'état de la situation. Et moi, je pense que l'exemple que je viens de donner, si demain on a notre amphithéâtre, regarde combien d'événements qu'on organise ici. Regarde juste combien d'événements qu'on organise. Juste les associations culturelles. Chaque association organise des choses. Il y a des mariages qui se font dans la communauté. Diaspora Interaction est partout. Vous êtes partout. La dernière fois, on a fait le 5 à 7 à la passerelle. Si on avait nos propres lieux, on l'aurait fait ici, dans nos lieux. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut amener un COPAC à maintenant être propriétaire. Bien sûr. Et donc, c'est pour dire qu'il faut avoir un plan d'action plus audacieux. C'est ça. Le plan d'action en ce moment qui a été fait, qui a été proposé, est d'ailleurs l'un de ces plans d'action ambitieux, d'ailleurs, où il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Donc, et c'est pour ça que je comprends très bien ce que tu dis, parce que pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire le plan d'action, il faudrait aller sur le site internet en primeur et télécharger le plan d'action du COPAC 2017, le plan d'action économique du COPAC 2017-2019, qui a d'ailleurs en bonne partie été réalisé. On continue de travailler fort pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés dans ce plan d'action-là. Effectivement, c'est un plan d'action qui a énormément d'ambition et voilà, donc on veut maintenant, on s'attend maintenant à ce qu'il y ait beaucoup plus de mobilisation autour de ce plan d'action-là. Donc Victor, oui. Ouais, en effet, justement, c'est vrai qu'on est arrivé à un certain niveau, il faut viser encore plus haut. Et c'est très bien. Alors quand je vois par exemple un livre comme celui-ci, et que je conseille d'ailleurs, c'est le fruit d'une collaboration du COPAC avec une professeure de l'Université Laval, Mme Florence Piron, et qui parle des Africains à Québec, nouvellement arrivés ou anciennement arrivés. Alors ce genre d'initiative justement pour faire connaître la communauté, les personnes, mieux faire connaître. C'est voilà des genres d'actions qu'on pourrait, quand on dit qu'est-ce que le COPAC peut faire pour moi, c'est aussi ça, vous faire vous connaître et ainsi de suite. Il y a des choses comme la table de concertation des Noirs qui est partie du Conseil panafricain. Dont le COPAC est l'initiateur, justement, et qui, notamment, a à son sein, on peut dire que le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, il y a des activités maintenant qui sont beaucoup plus planifiées, programmées avec des associations qui chacune organisait par-ci, par-là une activité auparavant, mais depuis la création de la table de concertation, on essaie de regrouper toutes ces associations pour donc avoir une programmation commune qui donne justement envie à toutes les personnes de la communauté de participer justement pendant le mois de l'histoire des Noirs.
D'accord. Tu nous donnes une bonne idée pour la prochaine émission. On va dresser un bilan aussi, parce que c'est bien de s'applaudir aussi. On va parler à la prochaine émission de concrètement ce qui a été réalisé rapidement et ce qui est en train de se réaliser en ce moment. Donc, et pour dire des choses concrètes, est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a une chose concrète, une annonce concrète que le COPAC réalise pour ses membres en ce moment? Qu'est-ce que le membre COPAC en ce moment gagne rapidement à prendre son membership là? Voilà, justement. La semaine dernière, c'était le lancement officiel de COPAC Média. Alors, je crois que j'invite justement tous les membres du COPAC, toute la communauté, à aller sur le site internet et puis de consulter l'infolettre du COPAC de ce mois-ci pour voir justement qu'est-ce qui est sur la table. D'accord. Parce qu'il y a un grand festin sur la table pour les membres du COPAC et chacun aura, c'est-à-dire en disant que je suis membre du COPAC, ouais, c'est parce que bon, c'est une participation win-win. Voilà ce que je donne et voilà ce que je reçois du COPAC. Désormais, c'est comme ça. Voilà ce que le COPAC peut offrir. Et le COPAC va offrir beaucoup. À partir du plan d'action économique que tu as élaboré, justement, qui est, comment dirais-je, la consistance de ce que tu voulais réaliser pour le COPAC. Il y a beaucoup comment dirais-je, de projets qui sont déjà en chantier et qui demandent à être justement encore plus concrétisés. La chambre de commerce. Alors c'est une nouveauté dans le décor. D'accord, voilà, partie du Conseil panafricain. Du Conseil panafricain, et je crois que là, on applaudit justement. Bientôt c'est le lancement officiel de la Chambre de commerce, mais on applaudit déjà qu'un tel instrument puisse exister parce qu'on en sent le besoin. Le besoin. Voilà, justement. Or, actuellement, tu as été missionné, j'étais missionné à Ottawa, dans le cadre de quoi? De la décennie des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine. D'accord. Voilà, alors c'est le ministère de l'Emploi, de la Solidarité qui a organisé justement cette rencontre-là. Et on a invité le COPAC. On a invité le COPAC, justement, pour assister. Alors, ça veut dire que, justement, le COPAC, non seulement est connu, se fait connaître ici à l'intérieur des frontières québécoises, mais rayonne aussi à travers le Canada, jusqu'à ce que, justement, on soit invité pour un enjeu aussi majeur. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté. Il y a beaucoup, parce que ce qu'on attend, et c'est le plan de communication qu'on va mettre en place, notamment avec les différents présidents d'associations, pour leur dire que, regardez, il y a des choses à faire, il y a des projets qui vous concernent, votre association, les projets qui concernent. Il y a un budget disponible qu'il faut aller chercher. Alors c'est ça le COPAC. Le COPAC, c'est la force de tous. Et c'est pourquoi le COPAC a été créé. C'est pour que chaque Africain se sente justement citoyen à part entière et puis puisse remplir ces mandats de citoyen pleinement. Et le COPAC sert justement de tremplin à cela. Et donc voilà, quand il y a des opportunités, on embarque dans ces opportunités pour offrir plus à nos membres. Et c'est le travail que nous on fait. Voilà. Et je dois remercier notamment l'équipe de Front, parce qu'au sein du COPAC, au bureau exécutif, je dis les vice-présidents, c'est très bien. Alors, chaque vice-président, pour qu'on ne travaille pas en silo, vous allez constituer vous-même vos propres équipes pour travailler comme un département. Franck a eu l'intelligence de créer un comité qui, justement, le soutient. Et voilà, les projets lèvent.
Le Copac Média, Ubuntu. c'est un peu ça. Ubuntu. Hein, c'est le fruit de cette communication et je voulais dire merci justement à cette équipe. Une très grande équipe, Ouais, d'ailleurs, ouais, ils sont toujours là. Simon est derrière la caméra et vraiment Gaëtan, Nadège, et il faut l'équipe du souligner bureau ce travail, exécutif, Solange, Hermine, et Djeneba, voilà, donc on a une équipe et c'est ça parce qu'on présente. croit. Nous, on croit au Copac, hein, voilà, et on porte le Copac. Et justement, on a besoin que justement tous les membres du Copac soient derrière et qu'ils comprennent que ce n'est pas une affaire du bureau exécutif, ce n'est pas une affaire de Victor Zombo, ce n'est pas une affaire de Franck Ebora, mais c'est une affaire pour nous tous. Et ça nous interpelle tous. Ubuntu. Voilà. Tous pour un pour tous. Tous pour le Copac et le Copac pour nous tous. Et chacun, justement, récoltera les fruits de son implication. Il est vrai, actuellement, notre implication, c'est totalement bénévole. Mais si on ne croyait pas, si moi je ne croyais pas en mes frères africains, je ne me sacrifierais pas comme ça parce que je ne peux pas compter les heures de travail, les heures que je prends pour monter tous les projets que j'ai fait jusqu'alors avec l'appui de l'équipe. Mais je crois que c'est parce qu'on y croit, c'est parce que je crois au Copac. Voilà. C'est très bien dit. On arrive à la fin. Et puis, René, tu veux rajouter quelque chose de concret? Toi, tu es toujours concret. C'est ce que j'aime. Moi, je suis un gars d'action. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, je suis un homme du peuple. Et je suis un gars d'action, d'initiateur, d'accompagnement. La dernière fois, tu m'as vu avec le jeune Briguel. D'accord. Et qui a dit une très belle chose, qui a eu un très beau témoignage. Moi, je suis comme ça. Égard. Avec Florence, c'est comme ça aussi. Quand son Diaspora Interaction est né, j'étais là. Je supporte, même si je suis pas là tout le temps, l'esprit est là. Bien sûr. Moi, demain, je veux que le Copac explose. C'est pour ça, à chaque fois, j'ai l'occasion de parler à mon ami Victor, je lui parle. Je ne passerai pas par Franck ou n'importe qui pour parler, je lui parle directement. Exactement. Et puis, c'est ça que je veux. Je veux qu'on explose. On a l'intelligence, mon ami. On a l'intelligence. Il faut créer l'intelligence collective. C'est ça, collective, qu'on soit ensemble, solidaires, qu'on se fasse confiance. Et faisons étape par étape. On ne peut pas tout faire en même temps. Exactement. Objectif. Une petite victoire à la fois. C'est ça. Une année, qu'est-ce qu'on fait? Un petit pas. Un petit pas à la fois. Cette année, qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'objectif de faire la chambre du commerce. D'accord. On travaille pour ça. C'est ça. L'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi pas la banque? Tu commences, pourquoi pas la banque? La banque, dès que la banque est née, il y a d'autres ramifications qui vont se faire. Les assurances. Moi, j'ai vu l'exemple de notre frère Mimi qui est décédé. Décédé, il y avait un problème d'assurance. Il fallait cotiser. Bien sûr, ça fait partie des objectifs, avoir une assurance collective. On travaille dessus. Même aujourd'hui, je ne veux pas, c'est un commentaire que je veux comme laisser faire. On va dire ça hors caméra. Mais il faut aller dans ce sens-là, étape par étape, pas à pas, comme Victor a dit. On est assis sur vraiment quelque chose qui peut nous amener propulser collectivement. Ça va se faire. Pour ça, ça prend des gens qui s'asseyent, comme je t'ai dit, sur toutes les sphères politiques, financières, sociales, toutes. Voilà. Faut qu'on s'éparpille partout pour aller chercher des forces. Parfait. Donc moi, tout ce que je souhaite au Copac, vive le Copac et que le Copac pérennise dans le temps. Et puis je remercie toute l'équipe de Copac Média, en l'occurrence Franck Ebora, sur ton équipe Simon, Stéphane, et puis par le fait même le président du Copac ici assis. Merci. Donc, et je voudrais également dire merci à tous ces bénévoles. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses à donner un peu de leur temps. Bien sûr, parce que sans toutes nos activités. Sans eux, sans elles, alors on n'arriverait pas. Mais si le Copac est ce qu'il est, aujourd'hui, on devrait en être fier. Bien sûr. Justement. Bien sûr. Et je leur dis merci.
Bien sûr. Donc voilà, on est arrivé à la fin. C'était voilà, c'était pas tout. On peut pas tout dire ou même en une heure ou quoi que ce soit. Donc c'est un travail qu'on est progressivement en train de faire. D'ailleurs, l'émission Copac en ondes a justement cet objectif. Son objectif est de mieux faire connaître le Copac dans ses origines, dans ses réalisations. Et quand on parle du Conseil panafricain dans ses origines et dans ses réalisations, on parle de ses ressources, de ses membres. Donc on va toujours avoir affaire à vos expertises, monsieur. Donc merci d'être là, merci de faire partie de cet environnement. Et puis voilà, on va se suivre, on va être ensemble, comme on dit. Et puis vous suivre dans les différents endroits, toi notamment René Paul, tu as une grande période qui s'en vient. Bientôt. Tu es toujours un gars combattant. Donc c'est cet état d'esprit que j'aime beaucoup. J'aime ça, sentir le bien-être. Bien sûr. C'est pas, on est en Amérique du Nord, c'est pour les gens éveillés. Ouais. Voilà. Donc Victor, merci beaucoup. Il faut moi ce que j'ai retenu énormément de ta présentation au tout début, c'est que Victor est dans la propriété intellectuelle, il faut le dire. Donc c'est très non parce que écoute, c'est très important. On a beaucoup de jeunes qui se lancent dans la création. Simon, c'est un créateur ou créatif, je ne sais plus comment on dit. Donc, bref, on a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement la connaissance des droits d'auteur, de tout ça, là. Et ce côté de juriste que tu as, tu peux être sûr que je vais souvent en parler. D'accord. Il doit aussi mentionner que, justement, je suis le secrétaire de l'ALAI, du conseil d'administration de l'ALAI, Canada. ALAI, c'est l'association littéraire et artistique internationale. Voilà. La section du Canada, dont je suis le secrétaire. Et l'ALAI, c'est un think tank en matière de droit d'auteur de propriété intellectuelle qui fait des représentations à l'OMP, à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et notamment à l'Organisation mondiale du commerce. Donc on a des représentations et on travaille sur les traités notamment. Donc si vous avez entendu parler du traité de Berne, le traité de Rome, ainsi de suite. Alors, donc je suis le secrétaire de cette association, en plus d'être aussi membre de l'association des juristes pour l'avancement des arts, la JAVA. Voilà, c'est pour ça que on gagne à se connaître, on gagne à savoir, c'est ce que tu fais, à savoir que René Paul est un comptable, quand notre fin d'année arrive, on sait aujourd'hui qu'on a une expertise. Mais je tiens au conflit d'intérêt. Non, c'est vrai, tu peux plus. D'accord. Non, mais merci encore une fois. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se reparler mardi prochain pour la prochaine émission, pardon. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, les questions, on va les prendre, on va y répondre au fur et à mesure, dans les moyens, avec nos possibilités. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci.